Et comme le disait tout à l'heure Quentin, on est allé visiter la cristallerie d'Arc. Et cette cristallerie d'Arc, c'est, si j'ose dire, cristallise en fait les maux de la société française. Et tout le problème de la société française. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà une société qui a été créée au XIXe siècle, avec un capitalisme familial, avec un patron d'industrie, Jacques Durand, c'est ça, hein, qui pendant des décennies, au long du XXe siècle, c'était sa chose. Je suis persuadé que c'est quelqu'un qui ne devait pas prendre de vacances, qui ne devait pas, sans doute, comment dirais-je, présenter l'aspect extérieur de sa richesse, parce que sa vie, c'était son entreprise. Et comme c'était souvent le cas d'ailleurs aussi à l'époque, notamment dans le Nord, c'était sans doute quelqu'un, un patron paternaliste, je vois bien ça comme ça. J'en sais rien, mais je pense que c'était de ce genre-là. Et puis il meurt en 1997, et puis son fils lui succède, mais que son fils meurt en 2007, et puis plus rien ne va. Pourquoi plus rien ne va? Parce que il y a une espèce d'accumulation d'événements qui viennent les uns après les autres pour entraîner la société vers le chaos, vers le déclin. Premièrement, évolution sociétale, les gens mangent beaucoup moins chez eux. D'abord, ils sont de plus en plus petitement logés. Les gens mangent entre copains, ils vont dans un petit resto, ils vont se faire une petite bouffe. On n'a plus les grandes traditions du dîner familial, hérité du XIXe siècle, de la cuisine bourgeoise, avec l'argenterie, avec la cristallerie, etc. Donc des produits qu'il faudrait moderniser parce que le marché commence à s'effondrer un petit peu. Et sans doute que les successeurs de M. Durand n'ont pas senti assez vite les évolutions sociétales et la nécessité de modifier, de moderniser la gamme de produits. Deuxièmement, comme d'habitude, les dynasties sont toujours créées par des hommes de très grand talent ou des femmes. Et puis, 2, 3, 4 générations après, c'est moins le cas. Donc les petits-fils ou les arrière-petits-fils de Jacques Durand, ça les intéresse plus, ils vendent leur part, ils veulent vendre leur part, ils veulent avoir de l'argent, ça les intéresse pas. Troisièmement, on va se tourner vers qui? Vers des gens qui ont de l'argent. Comme nous sommes dans l'Union européenne et qu'il y a la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux, c'est un fonds d'investissement américain qui va racheter et les actionnaires familiaux vont descendre à 20%. Et puis quatrièmement, il faut chercher un nouveau PDG, on ne va pas le prendre dans la famille, pas quelqu'un qui détient le capital, quelqu'un qu'on va chercher par un chasseur de tête, et puis on se trompe une fois, 2 fois, 3 fois. Le nouveau PDG ne comprend pas, ne sait pas, ça n'intéresse pas, il est de passage, il s'y investit pas, il n'est pas suffisamment malin, je sais pas, il n'a pas la niaque. Il se trompe, il fait des mauvais choix stratégiques, et la société ne cesse de dégringoler. Ajoutons-y qu'elle s'endette, et qu'elle tombe dans une spirale avec un outil vieillissant, absence d'investissement, etc., etc. Et on est dans une société qui, il y a 20 ans, employait 11 000 salariés, qui on emploie à peine 4 700 aujourd'hui, donc presque les 2 tiers des salariés ont disparu. Et qu'est-ce qu'attendent les salariés? Qu'est-ce qu'attendent? Parce qu'il y a quand même 4 700 ou 5 000 familles qui ont la hantise que cette société ferme un jour, peut-être prochain, parce que les comptes ne sont toujours pas au rendez-vous, parce que l'endettement est énorme. Et au-delà d'eux, s'il y a un sinistre de cette nature, c'est tout le Audomarois qui va y passer. En tout cas, c'est un drame. Pour les petits commerçants, les artisans, les boulangers, les pâtissiers, les bouchers, les charcutiers, et puis les écoles, etc., parce que les gens vont s'en aller. Et on a vu ça dans tellement d'autres endroits de France. Alors tout à l'heure, je voyais un syndicaliste et qui me disait « Qu'est-ce que vous feriez, vous ?» Et en fait, les salariés de Arc International, puisque c'est le nom de cette société désormais, ils se tournent vers l'État et vers le président de la République, vers le gouvernement, comme les Auvergnats se tournaient en 1663 vers les missi dominici de Louis XIV, ou comme les Manants allaient en 1241 au château de Vincennes pour être jugés par Saint-Louis. Les Français, ils attendent que l'État les sauve. Et les salariés de Arc International, ils attendent que l'État les sauve.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez le Premier ministre, Édouard Philippe, qui dit « je m'en occupe ». Il ne peut pas dire « je m'en occupe pas ». Et puis vous avez M. Bruno Le Maire qui dit « j'y vais y porter un soin vigilant ». L'État ne laissera pas Arc International disparaître. Et puis rien. Ou à peu près rien. De temps en temps, peut-être une petite subvention, mais pas des trucs qui sont capables de sauver l'entreprise. En fait, pas grand-chose. Hein, c'est la chanson de Dalida. Paroles et paroles et paroles. Que tout cela. Qu'est-ce que nous, on propose? Et soyons dans le concret. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que doit faire un État qui correspond à ce que veulent les Français, en l'espèce les salariés de Arc International? 6 choses que nous, on ferait. Premièrement, on décide que Arc International fait partie des 50 ou 100 ou 200 dossiers industriels fondamentaux que l'État a décidé de sauver contre vents et marées. Parce qu'il s'agit du premier fabricant d'art de la table au monde. Parce que ça fait vivre tout l'Audomarois, c'est-à-dire une région déjà déshéritée. Parce qu'il y a un savoir-faire industriel qui a peut-être bientôt 200 ans d'âge, en tout cas 150 ans d'âge, et qu'il est hors de question de laisser disparaître cette... Parce que ça produit de la valeur ajoutée et de la richesse. Parce que si on laisse filer toutes les grandes industries, maintenant les moyennes industries, ben il restera quoi? Pourquoi les Français seraient riches s'il n'y a plus d'industrie, s'il n'y a plus d'agriculture, s'il n'y a plus que des musées et puis des restaurants? Pourquoi on serait riche? Donc la première décision à prendre, on fait de ce cas-là, comme mettons, je sais pas, une centaine de cas, des cas qui sont, l'État annonce qu'en aucun cas, on ne laissera tomber cette affaire. Deuxièmement, on examine les conditions de financement. On me dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, j'ai un peu du mal à le croire, mais on me dit que les conditions de financement des prêts qui ont été accordés à Arc International se sont faits à des taux d'intérêt absolument extravagants. Si c'est le cas, c'est pas normal. L'État doit annoncer qu'il doit prêter à toutes les grandes entreprises en difficulté des prêts à taux zéro, bonifiés par exemple pour l'investissement, ce qu'on appelle des prêts bonifiés. Prêts bonifiés, ça veut dire on prête de l'argent avec un taux d'intérêt qui est de 0,2 ou 0 si c'est un prêt à taux zéro pour l'investissement. Ça veut dire que l'État doit verser une partie aux établissements bancaires qui font ça. Il y avait jadis un établissement où j'ai travaillé quelques années qui s'appelait le Crédit National, qui faisait justement des prêts bonifiés à l'industrie française. Problème, c'est interdit par l'Union européenne et par l'OCDE. Le Crédit National, où j'ai travaillé, n'existe plus. On n'a plus le droit, un État n'a plus le droit de faire des prêts bonifiés. Pays qui sont dans l'Union européenne. Mais nous, on le fera. Troisièmement, on décide de favoriser Arc International en imposant que dans toutes les collectivités de France, lorsqu'il s'agit d'acheter par exemple de la vaisselle, des verres, des trucs comme ça, dans toutes les cantines, notamment des établissements publics, des collectivités publiques, État ou collectivités territoriales, il doit y avoir des appels d'offres et qu'on doit retenir une production française. Donc dans toutes les communes de France, dans toutes les cantines scolaires, si on doit racheter de la vaisselle, si on doit racheter des verres, eh bien, on doit avoir une production française. Il n'y en a pas 50. Il y en a des plus prestigieux, les cristalleries de Baccarat, ou les porcelaines de Limoges, etc. Mais a priori, assez naturellement, on s'orientera vers ça. Petit problème, c'est évidemment absolument interdit par l'Union européenne. On n'a pas le droit en France de faire des appels d'offres
réservant un appel d'offres public en fonction du lieu de production au sein de l'Union européenne. Ni même d'ailleurs de façon générale. Quatrième chose que nous ferons, c'est que en cas de besoin, en tant que de besoin, on appliquera un taux de douane plus élevé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sur certaines productions pour sauver une entreprise jugée stratégique. Par exemple, sur les verres en cristal, on mettra un droit de douane, je ne sais pas, de 70%. Ce qui empêchera, par exemple, de voir les productions qui viennent, il paraît-il qu'il y a un concurrent d'origine turque qui fait de la copie de ce que fait Arc International et qui le vend notamment dans des enseignes à bas coût en France. On va faire du protectionnisme intelligent là-dessus. Ce quatrième point est interdit, évidemment, par l'Union européenne, puisque nous ne sommes pas maîtres de notre tarif extérieur commun. Le cinquième point, c'est que moi j'ai vu cette usine tout à l'heure, il y a... moi je ne connaissais pas bien, comme le grand public, j'ai découvert qu'il y a quand même des innovations. J'ai vu qu'il y a des assiettes qui sont non rayables. Il y a des trucs qui peuvent passer 2000 fois au lave-vaisselle. Parce que aujourd'hui, les besoins des gens ont changé. On cherche peut-être moins la parome et le décorat et on fait plus des verres en cristal de plomb. Parce que les Américains ont décidé, paraît-il, que c'était mauvais pour la santé, ce qui reste totalement à démontrer. Mais en revanche, les gens, ils aiment bien avoir des verres qui passent facilement au lave-vaisselle, des assiettes où on ne voit pas les traces, etc., etc. Un design moderne. Ça, j'ai vu ça à la boutique en vente. On fait sur la production d'art français de la table. Ça ne concernerait d'ailleurs pas que Arc, parce que l'État ne doit pas non plus favoriser une seule entreprise. Mais par exemple, l'État pourrait favoriser la promotion des publicités pour le Made in France. Le Made in France dans les arts de la table, le Made in France dans les vêtements, le Made in France ici, le Made in France là, le Made in France dans les fromages, dans les fruits, etc. C'est d'ailleurs ce qu'avait voulu faire M. Arnaud Montebourg, rappelez-vous, qui était ministre de redressement productif. Il a beaucoup essayé de faire le Made in France. Sauf que c'est interdit par l'Union européenne. Et on le fera quand même. Le sixième point, c'est que nous, on sortira de l'euro. On rétablira le franc français. Et le franc français, tous les économistes sérieux savent que ce franc perdra à peu près 10 à 15% de sa valeur par rapport au dollar, ou si ça se faisait aujourd'hui. Alors si le franc perd 10 à 15% de sa valeur, ça veut dire que les importations vont coûter plus cher, de 10%, 15%. Avec des inconvénients. Les hydrocarbures, on les achètera 10% plus cher. Mais l'État peut très bien, vous savez que l'essence à la pompe, il y a 48% de taxes, on peut très bien diminuer conjoncturellement les taxes pour éviter que le 10% plus cher d'hydrocarbures, le prix de la matière première ne représente que 15%. On peut très bien lisser ça pour que ça n'apparaisse pas dans le budget des ménages. Mais le fait que les importations soient plus chères, ça n'a pas que des inconvénients. Ça veut dire, par exemple, que les productions turques, ou bien les productions de tout autre pays en matière de cristallerie, d'art de la table, seront 15% plus chères. Et puis, à contrario, le fait que le franc nouveau aura perdu 10 à 15%, ça veut dire que les produits des cristalleries d'Arc d'aujourd'hui vont s'exporter beaucoup plus. Et donc, le chiffre d'affaires va augmenter. Et donc, on va pouvoir sans doute dégager plus de profits, mieux rembourser les emprunts, embaucher. Il faut bien comprendre que lorsqu'une monnaie se déprécie, on rétablit le commerce extérieur, et lorsque les exportations se développent, on crée de l'emploi. Des études macroéconomiques ont été faites. Si on sort du franc, si on sort de l'euro et qu'on rétablit le franc, un franc perdant 10%, 15%, on estime, certains économistes estiment que la France peut créer 1 million d'emplois en 1 an.
Parce qu'actuellement, notre monnaie est trop chère pour la compétitivité de l'économie française. On a une même monnaie que l'Allemagne. On n'a pas la même compétitivité que l'Allemagne. Pour l'Allemagne, l'euro est trop bon marché. L'Allemagne dégage des excédents géants en matière commerciale, renforce son appareil industriel constamment. Nous, parce qu'on poursuit une chimère qui est celui d'avoir la même monnaie que l'Allemagne, on est en train de détruire notre industrie. Et c'est pas Luper qui le dit, enfin Luper le dit depuis des années, Vincent Brousseau le premier. Mais vous avez vu cette étude qui a été faite par un think tank, comme on dit maintenant, une société d'experts économiques allemands qui a mis à jour, c'est sorti il y a 3 semaines, vous l'avez peut-être vu dans la presse, qui a conclu que d'un point de vue macroéconomique, l'euro avait été un avantage énorme pour l'Allemagne et un atout énorme pour l'Allemagne, et avait été un handicap considérable pour l'Italie et pour la France. Et que cette étude estime que les Français ont collectivement, individuellement, perdu 56 000 euros en 20 ans sur cette affaire, c'est-à-dire 230 euros par mois. Et d'ailleurs, si on n'était pas dans l'euro, on aurait 230 euros par mois, on serait plus riche de 230 euros par mois en moyenne par personne. C'est cher le piment d'Espelette, de Madame Loiseau, qui nous vante les mérites de l'UE parce qu'on pourrait avoir maintenant du piment d'Espelette en bocal avec marqué AOP dessus. Mais bien entendu, sortir de l'euro, évidemment, ça n'est pas autorisé par les traités européens. Et puis, point numéro 7, sortant de l'Union européenne, nous pourrons rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, et donc empêcher, comme ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, la vente à l'encan d'une société comme Arc International. Voilà ce que nous on fera. C'est ce que veulent en fait les Français, enfin les salariés de Arc International. En fait, ils n'arrivent pas à mettre des mots sur les choses, parce que c'est un petit peu technique ce que je dis. Mais en fait, c'est ça qu'ils veulent. S'ils veulent que l'État les protège, sauve leur entreprise. Et s'il n'y a pas ces 7 mesures que j'ai indiquées, qui sont toutes contraires aux traités européens, Arc International finira probablement par fermer. Comme on fermait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'entreprises depuis des dizaines d'années, depuis maintenant une vingtaine d'années.